Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'écouter RFM à l'heure de la présentation de l'émission Enjeux, au cours de laquelle nous allons procéder avec nos invités à l'état des lieux du système électoral haïtien et analyser l'échec des partis traditionnels aux élections, si l'on se réfère bien sûr aux résultats préliminaires des présidentielles publiés par le Conseil électoral provisoire. Pour réaliser cet exercice, nous avons avec nous comme invité le professeur Ronnie Desroches de l'ISC et l'analyste politique Stanley Lucas. Bienvenue à l'émission Enjeux. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons avec nous le professeur Ronnie Desroches. On a eu des élections, on a eu la publication des résultats, on voit la somme de problèmes qu'on enregistre au niveau de la publication des résultats, la période de contestation. Et donc, on va analyser avec le professeur Desroches ce qui s'est passé, notamment la question de la nécessité de changement au niveau du système électoral haïtien. Professeur Desroches, bonsoir. Bonsoir Rothschild, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de RFM. Le professeur Desroches, comme le dit, les élections se sont déroulées le 20 novembre. Le CEP a publié les résultats préliminaires. Alors, la question que l'on se pose aujourd'hui, tout le monde dit que les élections se sont bien déroulées. Et tout de suite après, donc la question de la tabulation, et on voit que d'autres problèmes surgissent. Comment peut-on expliquer tout ça, professeur Ronnie Desroches? Bon, je crois que, à mon sens, il y a des gens qui exagèrent un peu les problèmes. Parce qu'il faut déjà reconnaître qu'il y a des progrès énormes qui ont été réalisés. Et je crois qu'il faut aussi souligner ces progrès. Par exemple, le fait que le CEP ait affiché, ait posté sur son site les photos de tous les procès-verbaux qui sont venus des bureaux de vote, c'est quand même pour moi un progrès énorme. Parce que tout citoyen de bonne foi qui veut, n'est-ce pas, avoir une idée du résultat des élections, peut aller sur le site, peut voir la tendance, peut même faire ses petits calculs, ses compilations, etc. Donc c'est un niveau de transparence énorme. Et là, je pense que c'est difficile de dire que on a eu le temps de trafiquer, n'est-ce pas, les procès-verbaux, etc. Parce que dès le lundi, les photos étaient déjà sur le site et quand même, pour s'assurer de la qualité des photos, il faut un minimum quand même de traitement pour s'assurer que et quand même ça soit lisible et tout cela, d'autant plus que ce ne sont pas des professionnels qui ont pris ces photos, c'est quand même des amateurs qui ont pris ces photos, etc. Donc je crois qu'il y a là un progrès énorme. Deuxième progrès énorme qu'il faut également souligner, c'est que tous les documents relatifs au centre de tabulation ont été postés sur le site, n'est-ce pas, du CEP. Nous autres, au niveau de l'OCID, on a demandé à corps et à cri que ces documents soient publiés dans le passé. Cette fois, ça a été publié, ce qui signifie que tout le monde peut avoir accès aux règlements qui régissent le centre de tabulation. Quels sont les critères qui sont utilisés, etc., etc. Pour moi, c'est quand même un progrès énorme. Des choses comme, par exemple, cette affaire de 25%, etc. Tout ça a été publié. Donc, il y a moins d'ambiguïté que nous avons eu dans le passé. Je crois qu'il faut souligner ça. Ensuite, il semble quand même qu'un effort a été fait pour s'assurer que les vérificateurs, ceux qui vont vérifier les procès-verbaux, soient quand même des gens formés. Et puis ensuite de cela, ce ne sont pas seulement des juristes, il y a aussi des sociologues, donc des gens, et c'est une équipe pluridisciplinaire qui est capable quand même d'apprécier les différents aspects d'une question, c'est pas seulement l'aspect juridique, etc. Donc je crois que quand même des efforts ont été faits dans ce sens. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que
il y a une méprise sur la fonction véritable du centre de tabulation. Parce que tout le monde est d'accord qu'il faut donner les résultats le plus rapidement possible, n'est-ce pas? Or, on ne peut pas vérifier 11 900 procès-verbaux de A à Z. Parce que pour vérifier les 11 000 procès-verbaux, il aurait fallu pouvoir ouvrir toutes les enveloppes, regarder les listes d'émargement, regarder les listes de comptage, etc., etc. Tous les documents qui sont censés accompagner le PV, voir si tout est correct, etc. Si vous allez faire ça, eh bien, après un mois, vous ne pourriez pas donner les résultats. Si bien que la fonction véritable du centre de tabulation, c'est de tabuler les résultats. C'est-à-dire, le procès-verbal arrive, on le prend, et puis ensuite de cela, sur la fonction du centre. Oui, c'est ça. Oui, je crois qu'il y a un gros malentendu sur la fonction exacte du centre de tabulation. Le centre de tabulation n'est pas là pour vérifier la conformité de tous les procès-verbaux. Parce que vous imaginez, avec près de 12 000 procès-verbaux, s'il fallait faire une vérification complète de tous les procès-verbaux, ça veut dire ouvrir l'enveloppe, examiner tous les documents qui accompagnent l'enveloppe, c'est-à-dire liste d'émargement, feuille de comptage, etc., etc., ça prendrait un temps énorme. Et ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas donner les résultats avant un mois. Et ensuite, il faut dire également que il faudrait qu'il y ait double vérification. Parce que si vous confiez ça à une personne, on ne sait pas si la personne va faire ça avec un esprit partisan, etc. Donc, si vous voulez vraiment un bon travail, il faudrait une double vérification. Le rôle du centre de tabulation, c'est véritablement de tabuler, c'est-à-dire de compiler le nombre de votes, de voix pour tel ou tel candidat et de faire le calcul. Déjà, c'est un travail qui n'est pas simple, pour la bonne raison qu'il y a une double saisie, c'est-à-dire vous avez une équipe d'opérateurs qui saisit les données pour tel procès-verbal et une autre équipe qui saisit les données pour le même procès-verbal, pour s'assurer que les chiffres rentrés sont corrects. Et si, par exemple, il y a une différence entre ces deux saisies, on fait une troisième saisie, n'est-ce pas, pour s'assurer, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas de manipulation. Donc, déjà, ça prend du temps. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérification du tout. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le contrôle visuel. C'est-à-dire, celui qui ouvre l'enveloppe, qui prend le procès-verbal, il regarde. Et son regard doit porter sur deux éléments en particulier. Premièrement, s'assurer que ce n'est pas un faux. Parce qu'on pourrait avoir un faux procès-verbal. Hein? Alors, il y a quand même des petits trucs, des critères pour voir que ce n'est pas un faux. Deuxièmement, regardez si le procès-verbal n'a pas trop de ratures. Parce que si le procès-verbal a un tas de ratures, tout de suite, ça soulève la suspicion et il faut envoyer en vérification. Donc, ce qui signifie que seul un petit nombre de procès-verbaux vont aller à la vérification une fois qu'il y a quelque chose qui suscite le doute. C'est pour ça que cette fois, par exemple, il y a eu seulement 22% des procès-verbaux qui ont été, n'est-ce pas, en vérification. Et la vérification prend un certain temps, c'est sûr, mais en attendant, les autres procès-verbaux sont en train d'être comptabilisés pour avoir le résultat assez rapidement. Lorsque, par exemple, certains candidats à la présidence ou bien les mandataires vous disent que, par exemple, il y a des procès-verbaux qui ont été tabulés alors qu'il manque, n'est-ce pas, des signes ou bien il manque des signatures ou bien il manque des empreintes, etc. On se demande comment est-ce qu'ils ont pu voir ça parce qu'il n'y a pas eu ce contrôle minutieux, n'est-ce pas, pour chaque procès-verbal. Maintenant, il y a la période de contestation. Si maintenant vous avez des données qui sont
contraire à ce qui a été tabulé, etc., là, vous pouvez faire la contestation. Et la contestation, elle dure un mois, d'accord? Et à ce moment-là, vous avez tout le temps de faire les vérifications, de retourner, etc. Donc, autrement dit, il faudrait simplement vérifier que les choses se passent relativement bien, etc. Mais toutes ces contestations dont on a parlé tellement cette semaine, c'est pendant, n'est-ce pas, la période de contestation qu'il faut les faire valoir. Donc, je pense qu'il y a vraiment une certaine méconnaissance. Mais cependant, je dirais que quand même, ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que depuis les élections de 2015 et maintenant ces élections, eh bien, tout le monde s'intéresse au centre de tabulation. Tout le monde connaît plus ou moins quelque chose du centre de tabulation. D'ailleurs, tout le monde apprend chaque jour davantage. Moi qui suis dans l'observation électorale depuis des années, j'en apprends chaque année sur les détails, etc. Donc, je pense que... Et d'ailleurs, le fait que tout le monde est informé et tout ça, eh bien, à mon avis, ça... peut-être donnera un petit peu plus de crédibilité à notre processus électoral, parce que je vous assure qu'autrefois, même les mandataires n'étaient pas aussi bien informés. Aujourd'hui, ils sont même plus légalistes que, n'est-ce pas, que le roi, plus royalistes que le roi, en ce sens qu'ils exigent du centre de tabulation plus que le centre de tabulation est appelé à donner véritablement. Alors, on voit aujourd'hui, il y a quand même les trois candidats qui sont arrivés après Jovenel Moïse. Donc, ils ont décidé d'aller contester les résultats de ces élections. Ils ont soulevé pas mal de questions. Comme vous le dites, ils ont pratiquement un mois pour faire ce travail. Mais d'autres, quand même, priorisent la violence dans le cadre de ces mouvements de contestation. Ça, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la classe politique qui ne veut pas évoluer, qui n'évolue pas, qui reste encore dans des anachronismes, n'est-ce pas, extrêmement dangereux pour le pays. Parce que quand on pense à tout ce que ce pays a subi, n'est-ce pas, après, on n'est même pas encore remis entièrement du tremblement de terre. On a été frappé dans plusieurs départements du pays par un cyclone ravageur, n'est-ce pas, des inondations là où le cyclone n'a pas frappé. Et puis voilà que les gens viennent créer le trouble, casser les vitres de voitures, perturber la vie économique, perturber la vie sociale, les écoles, etc. Non, vraiment, alors que les gens ont la possibilité de contester. Si vous avez des données, si vous avez, n'est-ce pas, de bonnes raisons de contester, et je crois que jusqu'à présent, le CEP a fait preuve de crédibilité, d'intégrité, d'impartialité, etc. Ça veut dire que vous avez quand même de bonnes chances d'être entendu par ce CEP, de faire valoir vos droits. Mais il n'y a pas de raison du tout de créer cette perturbation dans la vie du pays. D'ailleurs, je trouve que le CEP, le gouvernement devrait montrer une très grande sévérité par rapport à ces gens, parce qu'on n'a pas le droit. Quand vous prenez, moi, je regardais des vidéos, un pauvre malheureux, n'est-ce pas, qui gare sa voiture sur le trottoir, et puis je voyais des gens qui, avec des roches, des pierres, n'est-ce pas, cassaient les vitres des voitures, envoyaient le feu à l'intérieur des voitures. Vous imaginez, vous êtes en train de régler quelque chose, vous ne soupçonnez même pas qu'il y a ceci dehors, et puis vous retrouvez votre voiture carbonisée. Non, c'est pas normal. Je pense que, ces leaders politiques qui suscitent ce genre de mouvement, eh bien, devraient être sanctionnés par le CEP, par, n'est-ce pas, la justice haïtienne, n'est-ce pas, pour qu'on ne connaisse pas ce genre de situation. On voit très clairement le secteur Lavalas. Donc, ces manifestations sont organisées par des Lavalassiens. Ils disent qu'il n'y aura pas de fête de fin d'année. C'est Marie-Zé Assis qui a remporté les élections dès le premier tour. Ils parlent de coup d'État électoral. Ils s'attaquent à la presse, ils s'attaquent au secteur privé, ils s'attaquent à la communauté internationale. Donc, c'est vraiment une situation de panique, on peut le dire. Bon, c'est une situation de panique, mais aussi c'est une panique annoncée.
parce que avant même les élections, déjà le mouvement Lavalas, famille Lavalas, avait déjà annoncé les couleurs, avait déjà, n'est-ce pas, menacé de déchoucage, etc. C'est-à-dire que ils étaient déjà entrés en mode violence, n'est-ce pas? Et voilà qu'ils ont mis en quelque sorte leur menace à exécution. Ils ont commencé, n'est-ce pas, à saccager le centre-ville, à saccager Delma, à saccager plusieurs régions de l'aire métropolitaine. Et j'ai entendu dire qu'il y a d'autres plans, n'est-ce pas, encore plus macabres qui se préparent. Non, j'espère que la police, n'est-ce pas, et aussi le CEP, parce que quand même il y a des sanctions qui sont prévues pour les gens qui ne respectent pas, n'est-ce pas, la lettre et l'esprit du décret électoral. Vous pensez que le CEP, le gouvernement, ils ont pour devoir d'agir là? Ils ont pour devoir d'agir et de sanctionner, parce que ce n'est pas normal. Nous essayons péniblement en Haïti de rentrer dans une certaine modernité politique, n'est-ce pas, de nous habituer avec des élections plus ou moins crédibles et honnêtes. Voilà qu'un certain nombre d'efforts ont été faits cette fois, il faut le reconnaître. Eh bien, je pense qu'on ne peut pas permettre que quelques individus qui d'ailleurs n'ont même pas un support populaire réel, on n'a qu'à voir les résultats des élections, n'est-ce pas? Parce que tout est visible maintenant, n'importe qui peut aller sur le site, peut voir combien de votes, n'est-ce pas, tel ou tel candidat a obtenu, n'est-ce pas? Donc ce sont des gens qui n'ont même pas le support de la masse, et n'est-ce pas, de la population, et puis qui se permettent de perturber la vie nationale à ce point. C'est pas normal. Parce qu'ils disent que c'est un coup d'État de la minorité contre la majorité, alors que les résultats parlent d'eux-mêmes. Bon, c'est certain, parce que je ne crois pas que cette minorité a été votée tellement, n'est-ce pas? Bon, bien sûr, moi j'ai vu, j'étais à Pétionville, il y avait des gens de toutes les classes sociales qui étaient là, n'est-ce pas? J'ai vu de grands patrons qui ont voté, etc. C'est sûr, donc tout le monde a voté, mais quand même, les gens qui ont voté, n'est-ce pas, c'est pas l'élite, c'est pas, n'est-ce pas, et quand même, on ne peut pas dire que l'élite est responsable de ce qui s'est passé. Je pense que si le contact avec la population était aussi serré, n'est-ce pas, que c'était en 91, eh bien, je suis sûr que la population aurait voté massivement pour tel ou tel candidat, mais apparemment ce n'est pas le cas. Les gens seraient plutôt, je ne sais pas, déçus. Ce à quoi ils s'attendaient, ils ne l'ont pas eu. Alors maintenant, beaucoup d'entre eux restent chez eux, ne sortent même pas. Le professeur Olivier Roche, il y a des secteurs qui disent que ces candidats à la présidence, au lieu d'aller contester les résultats de ces élections, devraient accepter le verdict des urnes, saluer la victoire de Jovenel Moïse à la présidence. Écoutez, moi personnellement, c'est l'idée qui m'est venue à l'esprit. Je me suis demandé, est-ce que, en tout cas, ceux qui n'ont pas gagné, deuxième, troisième, etc., allaient reconnaître leur défaite, saluer celui qui a gagné, surtout quand on voit l'écart qui sépare déjà le premier du deuxième, n'est-ce pas, entre 55% et 19%, il y a un écart énorme, plus de 35% de différence. Je pense que ils auraient gagné au niveau, n'est-ce pas, du respect de la population s'ils s'étaient comportés comme ça. C'est-à-dire en disant, bon, écoutez, je reconnais, d'autant plus que tout le monde s'attendait un peu à cela, hein, parce que beaucoup de sondages ont été faits qui ont montré, n'est-ce pas, qu'il y avait une progression de tel ou tel candidat. On le disait, on le répétait, je regarde même les caricatures qui sont dans nos journaux, n'est-ce pas, le montraient déjà, etc. Donc ce n'est pas un secret. Parce qu'il y avait une tendance, je pense qu'ils auraient gagné, n'est-ce pas, et ils auraient gagné, n'est-ce pas, le respect de la population pour montrer que, bon, on devient, n'est-ce pas, un leader politique moderne, qu'on accepte, n'est-ce pas, de perdre, qu'on joue avec fair play, n'est-ce pas, et qu'on n'est pas là pour proclamer nécessairement sa victoire, mais que ce qui importe, c'est le bien du pays, n'est-ce pas, et si je pense... ces gestes étaient faits, peut-être même qu'on aurait pu avoir
une participation de certains, n'est-ce pas, de ces candidats dans un prochain gouvernement, sinon eux-mêmes, mais peut-être quelques-uns de leurs partisans, n'est-ce pas? Rappelez-vous ce qui s'est passé et lorsque Sarkozy était monté au pouvoir, n'est-ce pas, dernièrement, il a fait appel à des socialistes dans son gouvernement et tout ça. On aurait pu aussi aujourd'hui avoir ce genre d'attitude et ce qui aurait pu calmer un petit peu les tensions dans ce pays. Alors, juste avant de parler de la nécessité de véritables réformes au niveau du système électoral haïtien, est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de vous donner raison, Ronnie Desroches, parce que vous avez souhaité qu'on poursuive le processus électoral? Alors, on voit les résultats. Jovenel 1er, Jude 2e, Moïse 3e et Marie Narcisse 4e. Le même schéma, tout simplement, ces trois candidats, ils ont des notes plus faibles en 2016. Effectivement, moi j'avais toujours dit qu'il y avait des fraudes, n'est-ce pas, dans les élections, parce que malheureusement, nous avons une culture de fraude. Et puis, dans tous les pays du monde, il y a quand même des petites fraudes qui se font et avec des degrés divers selon les pays. Bon, il y avait des fraudes, ça, il n'y a pas de doute, tout le monde le reconnaît. Notre commission l'a montré aussi, chiffres à l'appui et tout cela. Cependant, moi, je reste persuadé qu'il n'y avait pas un degré de fraude au point qu'on puisse parler de fraude massive. D'ailleurs, les gens qui parlaient de fraude massive n'ont jamais pu chiffrer ça. Même la commission d'évaluation et de vérification, les chiffres qu'ils ont produits, lorsque vous donnez, n'est-ce pas, 14% de procès-verbaux où il n'y avait pas de signes ou bien 14% de signes manquants, mais lorsque vous avez 14% de signes manquants, cela veut dire que vous avez 86% de signes présents. Est-ce que vous allez éliminer tous ces 86%, n'est-ce pas, et à cause de 14 peut-être % qui ont triché? D'accord? Donc, je pense que rien ne justifie, sauf peut-être une analyse politique qui pourrait dire que, écoutez, pour la paix publique, pour la paix sociale, il vaut mieux refaire les élections. Des considérations politiques, mais à mon avis, c'était pas entièrement justifié. Mais moi, ce que je retiens, c'est que le peuple haïtien, apparemment, n'a pas donné raison à ceux qui voulaient l'élimination, n'est-ce pas? Parce que lorsque je regarde les courbes de certains sondages, par exemple, il y a des candidats qui montaient, mais à partir d'octobre 2015, qui ont commencé à chuter dans l'opinion publique. Et ça se voit aujourd'hui parce que peut-être que le peuple haïtien estimait qu'on aurait dû poursuivre, on aurait dû se mettre ensemble, n'est-ce pas, pour défier celui qui était en première position. C'est ce qui se fait dans tous les pays du monde, n'est-ce pas? Et bien, on fait une coalition et puis on essaie de gagner avec cette coalition. Malheureusement, c'est ce qui n'a pas été fait. Chacun a été de son côté et puis on a un résultat malheureusement où ils n'arrivent pas tous ensemble à obtenir 50% des voix. Parce que le pays a perdu du temps, on a perdu de l'argent, beaucoup d'argent, plus de 100 millions de dollars américains. Définitivement, on a perdu de beaucoup d'argent. Et bon, naturellement, moi, je regarde les choses un peu toujours avec philosophie. Je ne crois pas que la démocratie ait perdu entièrement. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un processus d'apprentissage au niveau de l'opinion publique, au niveau de la population. Les gens connaissent mieux les règles. Et bon, ceci nous a peut-être donné un CEP qui a mieux fait son travail. Parce qu'il faut reconnaître aussi que quand même, le CEP de 2015 avait des faiblesses. Hein. On a entendu parler de beaucoup d'actes de corruption, etc., même si tout ceci n'est pas vérifié à 100%, mais quand même, il y a eu certaines plaintes. Bon, je crois que... Et puis, je crois que demain, on ne va pas recommencer de sitôt à mettre en doute les élections. Et actuellement, ceux qui mettent en doute les élections, etc., je n'ai pas l'impression que la population va les soutenir. Hein. Par exemple, moi, j'étais étonné que le lendemain des résultats, eh bien, on voyait déjà les écoles s'ouvrir, on voyait déjà les activités reprendre, etc. Vous savez, les gens ne se sont pas terrés. Donc, ça veut dire que les gens se sont dit, bon, écoutez, et il y a quand même quelqu'un qui a gagné,
eh bien, faisons les choses, je dirais, correctement. S'il y a des contestations, mais la vie doit continuer. La vie doit continuer. Alors, professeur Desroches, est-ce qu'on peut dire que vraiment c'est une véritable nécessité, une réforme du système électoral haïtien? Bon, c'est certain, il y a beaucoup de choses à réformer dans le système haïtien. Et je dirais qu'on ne peut pas faire une réforme du système électoral haïtien sans faire une réforme de la loi sur les partis politiques. Parce que quelque part, l'un des problèmes graves que nous avons aussi, c'est que nous avons un système de partis éclaté. Lorsque vous avez 55 candidats à la présidence, etc., aujourd'hui, nous avons besoin de quelques forces politiques. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de cette multitude, de cette pléthore de partis, n'est-ce pas, parce que finalement, la population ne s'y retrouve pas, la population ne sait même pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été votés aussi parce que, pour eux, ils n'ont pas vraiment une perception, n'est-ce pas, de l'offre politique qui leur est faite et tout ça. Donc, il faut réformer la loi, n'est-ce pas, et peut-être même le système. Est-ce que nous avons besoin nécessairement d'un système où on doit gagner, n'est-ce pas, après 2 tours, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas, n'est-ce pas, gagner dès le premier tour? Et si il y avait un système, n'est-ce pas, à un seul tour, peut-être que ça réduirait le nombre de partis politiques. Pourquoi? Parce que les gens se disent toujours, bon, nous allons tous au premier tour, peut-être au deuxième tour, n'est-ce pas, on pourra se rallier autour de X, Y ou Z, etc. Donc, il n'y a pas un effort qui est fait pour la constitution d'une vraie force politique à cause de ce système majoritaire à 2 tours. Vous voyez? Peut-être que si c'était à un seul tour, eh bien, les gens se diraient, si je ne suis pas dans la bonne coalition, je risque de perdre. Donc, déjà, la réforme, n'est-ce pas, de la loi sur les partis politiques, qu'on puisse avoir plus d'exigences pour que quelqu'un puisse se présenter ou bien pour qu'un parti puisse se constituer. On ne peut pas constituer un parti avec 10 personnes. Il faudrait qu'il y ait au moins, je ne sais pas, 500 000 ou davantage de signatures pour qu'on puisse. Regardez dans un pays comme la France, pour être candidat à la présidence, il faut avoir, n'est-ce pas, le support d'un certain nombre de maires, n'est-ce pas? Et c'est pas facile d'avoir quand même ça. Donc, il faut plus d'exigences pour pouvoir accéder à certaines candidatures. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je crois qu'il y a des progrès qui ont été faits en matière de transparence, mais je crois qu'il y a des progrès qui doivent se faire en matière de concertation. C'est-à-dire que ce CEP avait plus ou moins envie de le faire, en avait parlé, mais ne l'a pas réalisé véritablement. Il aurait fallu que tous les 15 jours, pendant toute la période de la campagne électorale, qu'il y ait, n'est-ce pas, des réunions avec des représentants de partis politiques et aussi de la société civile, etc. Ils ont une table de pilotage, mais là, c'est surtout avec les acteurs, la police, l'UNOPS, etc., les gens qui vont intervenir et tout ça. Mais il aurait fallu avoir une sorte de table de pilotage aussi pour que les gens puissent suivre ce qui se passe, donner leur point de vue, etc. Je crois qu'au niveau de la concertation, eh bien, il faut qu'il y ait un petit peu plus, je dirais, de consultation, n'est-ce pas? Ça, c'est une chose importante, à mon avis, pour le système électoral. Maintenant, il y a quelques améliorations que l'on peut porter aussi, je dirais, pour apporter quelques précisions. Par exemple, un grand problème qui se posait aussi, on vous dit qu'il y a des signes qui manquent. Il y a des signatures qui manquent. Il y a des empreintes qui manquent. Mais on ne peut pas dire qu'on va annuler tout un bureau de vote qui a peut-être 300 personnes qui ont voté à cause d'une seule personne qui n'a pas signé. Parce que ça peut être par inadvertance que le membre du bureau préposé à cela, donc on ne peut pas éliminer pour un seul. Il faudrait fixer par exemple un seuil pour dire que si la liste d'émargement manque 25% des signatures, là, on peut éliminer. Si ça manque 25% de signes, là, on peut éliminer. Vous voyez, faire une précision. Vous voyez, parce que là, on ne peut pas annuler pour 1, on ne peut pas annuler pour 2.
On peut pas annuler pour 3, mais il faut quand même qu'il y ait un seuil qui soit fixé. Ça, c'est une chose. Deuxième précision, à mon avis, indispensable à apporter, c'est que, par exemple, on a vu en 2015, on a annulé les élections dans tel ou tel département ou dans telle ou telle circonscription parce que il n'y avait pas suffisamment de procès-verbaux qui ont été enregistrés ou tabulés, d'accord? Parce qu'il manquait des procès-verbaux. Mais la même règle n'a pas été appliquée partout. Dans l'Artibonite, ça a été telle règle, dans le Nord-Ouest, ça a été telle autre règle. Il aurait fallu, là encore, qu'il y ait plus de précision, en disant, par exemple, bon, il faut qu'au moins qu'on ait, je ne sais pas, 80%, 90% des procès-verbaux qui soient enregistrés, n'est-ce pas, pour que on puisse considérer ce vote comme valide, etc. Donc, il y a encore des précisions à apporter tout au long du processus. Et puis, bon, maintenant, au niveau de la contestation, il y a des progrès qui ont été réalisés. On a vu, n'est-ce pas, qu'ils ont sorti un code d'éthique, ils ont sorti, n'est-ce pas, des règles, n'est-ce pas, pour guider en quelque sorte ceux qui vont faire partie des bureaux de contentieux, que ce soit au niveau national ou départemental, n'est-ce pas. On va voir comment ça va se passer cette fois, n'est-ce pas, parce que dans le passé, il y a eu des incohérences. C'est-à-dire les mêmes principes n'ont pas été respectés au niveau national et au niveau départemental, par exemple. Donc là, il faudrait qu'il y ait quand même une meilleure, je dirais, un meilleur contrôle aussi pour s'assurer que les mêmes principes soient acceptés à tous les niveaux. Et le vote électronique, qu'en dites-vous? Bon, le vote électronique, je crois que c'est un peu la solution. Et parce que ça éliminerait énormément d'intermédiaires, vous voyez. Cependant, il faut quand même dire que ce n'est pas la panacée, hein. L'expérience a eu lieu en République dominicaine dernièrement. Moi, j'ai entendu des organisations, n'est-ce pas, qui ont fait l'observation électorale, comme Participation de Ciudadana en République dominicaine, etc., qui ont été assez critiques par rapport au système qui n'a pas fonctionné à 100%. Vous voyez? Donc, c'est certainement, ça serait une avancée, n'est-ce pas? Mais quand même, il faut s'assurer qu'il y ait quand même un système de contrôle. Vous voyez, comme par exemple, au niveau du centre de tabulation, on a commencé par mettre la base de données à 0, n'est-ce pas, devant tout le public, etc. Donc, il faudrait s'assurer aussi qu'à tous les niveaux, n'est-ce pas, dans tous les bureaux de vote, que, n'est-ce pas, les appareils soient bien calibrés, n'est-ce pas, mis à 0, etc. Pour tout système, il faut quand même des mécanismes de contrôle. Et selon vous, le système électronique allait coûter moins cher à l'État? Oui, certainement, ça va diminuer le nombre de personnels vacataires qu'il faut, n'est-ce pas, pour ça. Et puis, surtout, pour la question d'identification de l'électeur. Par exemple, en République dominicaine, l'un des éléments importants qu'ils ont eu, c'était l'identification de l'électeur. C'est-à-dire que là, il n'est pas question de signe, il n'est pas question de signature. Et vous mettez votre empreinte et à ce moment-là, l'appareil lit votre empreinte et voit que vous êtes enregistré sur cette liste. Donc, il n'y a pas d'intervention humaine. À ce moment-là, vous êtes autorisé à voter et vous votez. Ensuite, pour la transmission et le calcul aussi des votes, ça va très vite aussi parce que on introduit le procès-verbal dans la machine et tout de suite, les chiffres, les données sont envoyés, n'est-ce pas, au centre de tabulation, si bien qu'en fin de journée, on peut rapidement donner les résultats. Alors, professeur Oli Desroches, politiquement, on constate que depuis quand même depuis plusieurs années, ce sont toujours les outsiders qui remportent les élections, pas les professionnels de la politique. Et cette année, encore une fois, Jovenel Moïse, il n'est pas un professionnel de la politique. Et donc, on voit quand même des candidats qui sont issus de partis politiques traditionnels. Eh bien, ces candidats ont été rejetés aux élections par les électeurs. Comment peut-on expliquer tout ça? Moi, je crois que l'une des premières explications, c'est qu'il y a un certain désamour par rapport aux partis politiques, n'est-ce pas? Les gens préfèrent un outsider,
à cause de son profil, à cause peut-être de son discours et tout cela. Donc, et en général, on voit ça dans beaucoup de pays, même aux États-Unis, c'est aussi avec Donald Trump, etc., parce que il y a une sorte de perte de crédibilité de la part des partis politiques traditionnels. Bon, je crois que quelque part, c'est un petit peu ça. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que les partis politiques, malheureusement, ne fonctionnent que pendant les périodes électorales. Il y a très peu, sinon pas de partis politiques, à avoir une vie entre deux élections. C'est-à-dire des gens qui seraient toujours en train de maintenir le contact avec la population, de faire de l'éducation politique, de faire de l'éducation civique, de travailler sur les grands dossiers. N'est-ce pas? Combien de partis politiques invitent, par exemple, un certain nombre d'éducateurs pour venir réfléchir sur la politique publique que ce parti allait mettre en œuvre s'il prend le pouvoir dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine de la santé? Non. Et aussi, ce sont des partis qui n'essaient pas de faire des efforts pour des levées de fonds, n'est-ce pas? Pour avoir de quoi fonctionner justement entre les deux élections, pour être présent un peu partout, etc. Et je crois qu'il y a quelque part une sorte de divorce et de fossé entre la classe politique et la classe économique dans ce pays. Parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, au XXIe siècle, sans argent, c'est pas nécessaire d'aller, n'est-ce pas, vous présenter comme candidat, hein, même comme député ou sénateur ou maire, etc. Parce que par la force des choses, il y a des gens qui ne peuvent même pas louer un véhicule pour donner à leurs partisans pour sillonner, n'est-ce pas, un petit département ou bien une circonscription. Vous voyez? Donc, et pour louer une voiture, il faut quand même avoir de quoi. Il faut avoir de quoi pour payer le per diem à celui qui se déplace, même s'il le fait bénévolement. Vous comprenez? Donc, ensuite, il y a quand même la publicité, il y a quand même les affiches, etc. On ne peut pas le faire sans argent. Mais d'un côté, on voit tant de partis politiques qui sont à couteau tiré avec les entrepreneurs. Les capitalistes, c'est une petite élite, n'est-ce pas, qui gruge le peuple, qui ceci, qui cela. Ce n'est pas le cas en République dominicaine, là, à côté. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Ce n'est pas le cas en France. Hein. Vous savez, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre classe politique et puis classe économique aussi, n'est-ce pas? Et peut-être que, je ne dis pas qu'il faille s'aboucher avec des gens qui sont dans la contrebande, qui font de mauvaises affaires, etc., etc. Non, mais je pense qu'il y a quand même une classe politique saine, enfin une classe économique relativement saine, qui voudrait voir les choses changer pour qu'on respecte les règles du jeu, pour qu'il y ait un bon environnement économique qui permette que ceux qui travaillent dur, qui travaillent bien, qui innovent, prospèrent, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que malheureusement, il y a cette idée selon laquelle c'est en attaquant de front l'élite économique que l'on va se faire un capital politique. Et je ne suis pas sûr que c'est le bon calcul. Parce que le peuple lui-même, aujourd'hui, se rend compte que s'il n'y a pas les gens pour investir, pour créer du travail, pour créer des emplois, n'est-ce pas, pour créer de la richesse, ils vont rester pauvres. Vous voyez? Donc, je crois qu'il y a parfois un certain fossé entre la classe politique et la population. Parfois même entre les journalistes et la population, les journalistes, la classe politique et la classe économique. Alors tout ceci nous ramène au fait qu'il y a un manque de cohésion sociale dans notre société. N'est-ce pas? Les gens ne se reconnaissent pas comme des partenaires complémentaires sans lesquels, sans le concours desquels, sans l'action desquels, n'est-ce pas, il n'est pas possible de faire avancer le pays.
Donc, selon vous, il faut réduire le nombre de partis politiques, le nombre d'acteurs politiques, et puis ces acteurs, ils doivent changer quand même de logiciel parce que la communication ne passe pas avec le peuple. Non, là, ils doivent changer définitivement de logiciel, de discours, n'est-ce pas? Et ils doivent se déplacer aussi un peu, pas seulement au moment des élections, n'est-ce pas? Et puis, ils doivent entamer un dialogue aussi. Par exemple, moi je me dis tout ça, vous savez que nous autres au niveau de l'ISC nous intéressons beaucoup au budget national, etc. Combien de partis politiques émettent leur opinion sur le budget national, n'est-ce pas, sur la loi de finances quand elle arrive, etc. Ils n'ont pas de proposition là-dessus. Or, s'ils avaient un dialogue avec les entrepreneurs, avec les commerçants, avec les gens qui produisent, qui pourraient leur dire voilà ce qu'il me faut, voilà quel type de loi il me faut, pour qu'ils puissent préparer leur agenda législatif. Combien de partis politiques là qui veulent prendre le pouvoir, qui ont un agenda législatif, qui savent exactement qu'est-ce qu'ils vont, n'est-ce pas, proposer comme projet de loi, etc., qui en ont discuté avec les secteurs concernés. Ils ne sont pas très nombreux. Ils ne sont pas très nombreux. Donc, il y a un travail de dialogue à faire avec la population pour se préparer et pour répondre aux attentes de la population. Malheureusement, ça n'existe pas. Alors pour terminer, professeur Orly Desroches, quels sont vos souhaits quand même pour ce processus électoral qui est un carrefour important? Donc, il y a la période de contestation et après, ce sera la publication des résultats définitifs. Bon, je souhaite que la période de contestation se passe bien, n'est-ce pas? Qu'il n'y aura pas de tentative d'intimidation, n'est-ce pas, au moment où il y aura des vérifications au niveau du centre de tabulation. Parce qu'on a vu ça dans le passé, les gens viennent, ils font du bruit, ils font du brouhaha, au point que les gens, pour, n'est-ce pas, en finir, et pour, n'est-ce pas, ne pas avoir de problème, leur donnent raison, etc., même quand ils n'ont pas raison, etc. J'espère que le CEP va maintenir sa neutralité, sa fermeté aussi, pour ne pas céder au chantage et aux pressions, et que la période de contestation va bien se passer, et que le 7 février, que nous ayons, n'est-ce pas, quelqu'un au pouvoir, n'est-ce pas, afin que le pays puisse repartir, n'est-ce pas. Et surtout, ce que je souhaite, c'est qu'il puisse y avoir collaboration entre les différentes sensibilités politiques. Que les acteurs politiques ne restent pas comme, n'est-ce pas, des chaînes faïences à, n'est-ce pas, s'envoyer des invectives, mais qu'ils puissent collaborer et que celui qui accédera au pouvoir, eh bien, ait comme programme non seulement la relance de l'économie, mais aussi le renforcement et la modernisation de notre système politique. Merci beaucoup, professeur Orly Desroches. Merci à vous. Alors, comme annoncé, l'analyste politique Stanley Lucas est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Nous allons analyser le processus électoral haïtien. Et en plus, nous dit que faut qu'on réforme au niveau du système électoral. Et puis, ouais, exactement, pour qui ça et des candidats traditionnels pas qu'à réussir une élection depuis plusieurs élections organisées en Haïti. Donc, pour qu'à ça, si résultat aurait été même genre, nous voyons que c'est quand même un outsider qui remporte l'élection présidentielle. Stanley Lucas, bonsoir. Bonsoir et Rothschild, nous saluons tout auditeur et nous saluons toute l'équipe radio. Alors, Stanley Lucas, je nous dis c'est que l'élection a été déroulée le 20 novembre en Haïti. CEP a proclamé résultats préliminaires. Il y a une contestation qui est faite par au moins 3 candidats à la présidence, Jules Célestin, Moïse Jean-Charles et puis Maryse Narcisse. Alors, juste avant d'aborder des questions élection véritablement, et nous, avec l'élection toujours bien déroulée en Haïti, journée électorale a toujours bien déroulé, et là, il vient une phase de question de tabulation, publication résultats, tout le monde a crié au scandale, il y a fraude, etc. Alors, selon vous-même, est-ce que nous avons dit que jeudi y a une véritable nécessité pour une réforme du système électoral en Haïti? Fois ça, il y a 2 ou 3 facteurs qui fait que les gens qui perdent et qui peuvent reconnaître que perdu, ils n'ont pas qu'à gâter l'élection. Premier facteur, c'est la presse indépendante. À cause de la presse indépendante qui servit à l'article 169 décret électoral là, qui fait que l'œil fin compte résultat
procès verbal là préparé, yo plaqué procès verbal là soumis qui devant bureau de vote là. À cause de résultats qui viennent officiels automatiquement après que le bureau de vote la fermé, que le plaqué soumis, hein, la presse fait photo résultat ça et commencer à faire projection de qui moun qui gagne pour sénateur et qui moun qui gagne pour député. En même temps tout, KLPA mettait pour faire verbal ça sur website KLPA, pour son moun candidat pays a, côté au pays a, pour carré résultat depuis dans dimanche soir élection à degré jour. À cause de 2G Forçailles, côté la presse indépendante, sous base procès verbal qui plaqué soumis chaque bureau de vote, et sous ça, on mettait sur website dans KLBA, tout le monde qui te fait manipulation comme membre conseil électoral ou bien ensemble de tabulation, il n'y a pas qu'à faire manipulation résultat encore. Ça veut dire que ça peuple a voté à ce qu'il va sortir comme résultat. Magouillé Port-au-Prince, pas qu'à changer résultat encore pour élection, pour sénateur, pour député ou pour président. Donc, transparence, ça, que la presse contribue à lui-même, vient fait que pas qu'à magouiller dans le résultat de l'élection. Deuxième raison qui fait que, pour série de nègres qui perdent, pas qu'à reconnaître qu'ils ont perdu, ou à regarder, c'est parce que ils sont sortis dans le parti politique côté où va jamais faire élection. Ils ne pas comprendre qu'il y a un principe qui est l'alternance politique côté où doit faire élection. L'on parti politique pas faire élection dans la caille, c'est toujours même moun qui est toujours candidat, il vient développer une mentalité de président à vie. Et c'est pour ça moun sa yo, les y a l'élection, yo perdu, yo pas le reconnaître que yo perdu. Par exemple, dans cas ça, moun sa yo qui perdu yo perdu dans tous les 10 départements géographiques. Imaginez Célestin perdu Sides. Imaginez Marie Nassis perdu Cité Soleil, il perdu Tabac. Donc, son apprentissage qui est lié, nous avons nous arriver là, côté que les gens font une perte d'élection, même Jean-Hillary Clinton, les Donald Trump, pour dire, moi, reconnaître que je perdu, nous félicitons comme nouveau président, nous avons nous arriver là tout. Donc, concernant le système électoral haïtien, selon même, est-ce que tu as des changements qui peuvent faire là-dedans? Tout le monde dit que bon, faut tu as un vote électronique et que il y a trop processus là trop long, notamment processus de contestation, question de centre tabulation. Qui ça capable de faire selon même pour crédibiliser davantage le processus électoral là en Haïti, Stanley Lucas? Bon, moi, je pense que le système électoral là, janvier là, et on fait des débat techniques, sous fait formation, sous fond renforcement institutionnel, ça va permettre que les conseils électoraux permanents, Gini, qu'on a fait travail là, bien. Par exemple, et lorsqu'on est contre Jovenel Moïse, monsieur gagne élection à 62%. C'est parce que monsieur centre de tabulation, yo, éliminé 1252 procès verbal qui totalisait à peu près entre 105 à 120 000 votes et 95% d'un vote qui ont éliminé, c'est pour Jovenel Moïse. Monsieur gagne élection à 62%. C'est parce qu'il a éliminé à peu près 105 à 120 000 votes, qui fait le descendre à 57%. Donc, il faut que dans le centre de tabulation, nous mettions des normes pour que nous ne pas éliminer pour ces verbal, j'en ouvre comme ça. Et ça, il faut nous gagner des critères très clairs pour l'élimination des procès verbaux dans le futur. En même temps, tout le monde pense que si le renforcement institutionnel là continue, et probablement, dans la prochaine élection, au lieu de nous tenir 8 jours après, nous avons des résultats 2 jours après dimanche que l'élection est organisée. Mais il faut que les conseils électoraux permanents montent, il y a des investissements qui fait dans la formation, dans les questions logistiques qui permettent que, et bon, meilleure gestion système, plus soit fait élection, plus soit renforcer capacité, plus élection est rapide. Alors, est-ce que vous-même vous croyez que question de vote électronique, Haïti doit entrer là-dedans, Stanley Lucas? Non, on va capable. Et seul côté où on fait vote électronique là, si nous prenons une décision pour faire diaspora à voter, dans 32 pays, côté 4 500 000 Haïtiens qui vivent vote électronique là, capable parce qu'il y a l'électricité. Dans le pays d'Haïti, tout autant qu'il y a l'électricité dans toute commune, on va faire vote électronique. Donc, nous condamnons à faire un grand bagaille, renforcer le système que nous gagnons. Vote électronique là, on va faire sans électricité.
même avec énergie solaire, il y a un problème. Ils sont spécialistes en développement politique et d'élection en Amérique latine, dans la Caraïbe, en Afrique, en Afghanistan, au Moyen-Orient. Il a trié Haïti pour comparer pour l'électronique parce qu'on va gagner l'électricité. Parce que software seulement pour le système électronique, software de sécurité seulement 50 millions. On le voit là, vous faire ça. Donc, selon même, c'est renforcer le système ça que nous avons là, je dis en Haïti. Bon, le système que nous avons, il marche bien, qui sauve l'élection, ça, qui fait que Magouille, contre Baïmati sur la radio, pas regarder l'élection, c'est à cause de transparence là, transparence qui va fois ça, c'est rôle que la pourrait jouer. Les au fin faire mes bureaux de vote, ils plaqué pour ces verbal là. Et même les gens qui étaient dans le cas TV fait Magouille, ils ne peuvent pas faire Magouille parce que nous avons une copie tout pour ces verbal depuis dans le bureau de vote là. Donc, candidat qui te fait calcul, qui a changer le résultat de l'élection à même KEP, ils font une erreur stratégique. Au lieu d'investir dans faire campagne, convaincre le peuple là pour voter pour eux, sur base plan économique, plan social, plan politique, ça n'a pas le fait, ils ont le goût, mais des privés, mettre même KEP, ils ont pensé qu'ils ont pas les résultats de même KEP. Transparence qui existe aujourd'hui, depuis le bureau de vote, là, fait que qui investit dans même KEP, pas qu'à atterrir aujourd'hui. Et c'est pour ça que votre peuple là, pas qu'à manipuler. Alors, Stanley Lucas, justement, et là, on parlé avec un analyste politique là, et selon le résultat préliminaire que le Conseil électoral provisoire là-bas, c'est que Jovenel Moïse, le candidat du PHTK, a gagné l'élection dès le premier tour. Bien sûr, je me disais tout à l'heure, il y a 3 candidats qui allaient dans la contestation. Et si nous étions à résultat ça, s'il confirmé en décembre, 29 décembre, Stanley Lucas, pour qui ça, selon même depuis quelques temps, nous pas capables de jouer nos professionnels de la politique, en tout cas, au monde qui sortit nos partis politiques traditionnels, remporter une élection en Haïti. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a plusieurs raisons. C'est parce que les partis politiques à l'état embryonnaire. Et deuxième raison, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une représentation nationale et une organisation nationale. Il n'y a pas une vision économique, sociale et politique très, très claire. Mais une bagage qui est dommage et pas en pile, c'est qu'il n'y a pas de démocratie dans le parti politique. Ça veut dire qu'à part peut-être au pays, il y a des fusions qui fait élection, qui l'autre parti qui fait élection. Ils n'ont pas fait élection dans un parti, il a affaibli parti et il vieillit parti à tout. Par exemple, au monde qui est rentré dans la valasse là, où tu as 25 ans, je dis, on a 55 ans, si tu as 30 ans, on a 60 ans. Le monde a dit, c'est tout pâle, à essayer de pas l'équiter aucun autre monde, par exemple, qui n'a pas dans la famille la valasse. Le résultat, c'est qui ça? La valasse s'accrase en 13 morceaux. Bon morceau qui n'a pas Préval, qui fait l'espoir et vérité, unité. Bon morceau qui nomme Moïse Jean-Charles qui fait Petite Dessalines. Bon morceau qui nomme Josué qui fait Ensemble nous fort. Bon morceau qui nomme Roudier Riveau qui fait Confiance. Bon morceau qui nomme Yves Pistalet qui fait L'avenir. Bon morceau qui nomme Jean-Louis qui fait Même Haïti. Bon morceau qui nomme Yvonne Etienne qui fait Haïti pour Haïti et la fille. Donc, pas de moyen pour gagner l'élection. Et puis ça, je dis, là, va la faire camper sur un, il y a 7 députés. Et puis ça arrête là. Donc, ils vont au parti national encore. Donc, si nous n'avons pas qu'à faire élection de parti pour agir du parti, sont incapacité tout pour monter coalition politique qui fait qu'ils ne vont pas gagner l'élection. Marie, c'est soit qui a coûté. Ça fait une coalition politique, il faut élargir une base électorale. Et Moïse Jean-Charles, il a coûté compter sur Mathias Pierre. Mathias Pierre a campé sur rien. Pas de personne qui a marché à Moïse. Gilles Célestin, M. Monton, j'ai 8 qui crasé, j'ai 8 là, tourné, j'ai 6 qui a affaibli, j'ai 6 qui n'a pas de camper sur rien, pour lui aller non G3 pratiquement c'est j'ai perdu, j'ai cherché. Donc, l'ordre Jovenel Moïse, ça gagne, parce que le montant coalition valable, il n'y a pas de politique qui joignent, il y a à peu près 54 députés qui viennent de une coalition, il y a 28 magistrats qui viennent de une coalition, M. Vinela agit coalition, qui permettent de gagner l'élection. Donc, monsieur, coalition, c'est rétréci, ou pas qu'à gagner l'élection sans coalition. En même temps, tout parce que n'est pas fonctionnel, il va gagner un message, il va gagner une stratégie de communication politique. Et perdu que c'est pour un paquet de raisons purement techniques et démocratiques. Est-ce que, justement, en termes de messages, est-ce que parti ça en panne de messages, est-ce que son problème comme ça qui arrive dans le cas d'élection? Ouais, bon, si vous regardez dans la stratégie de communication politique, Gilles Célestin, dans le commencement de campagne, là, il essaie d'utiliser la stratégie bébé Préval, là, elle va marcher. Il y a, monsieur vient essayer de reprendre, et monsieur fait des erreurs au niveau de la communication politique. Monsieur vient dire, a fait médecin 2 ans. Ben, ça a depuis même sûr. Tout le monde connaît que pour venir médecin, besoin de 9 ans. L'homme a fait pour
au niveau de communication politique après cyclone là. J'ai dit en 72 elle va le mettre en pont. Mon pont neuf yo dit bon monsieur te pont ça depuis temps ça pas dit mettre pour nous. Monsieur perdu plus là-dedans. Après ça, si yo mande monsieur, est-ce que pont ça son pont l'État ou bien son pont privé pas de carrément. Et puis il faut regarder juste Célestin tout. Non seulement coalition, mais message a fait qu'il pas grand tirage électoral en 2010, il y a 194 000 votes. En 20 novembre 2016, il y a 230 000 votes. Ça veut dire, en 6 ans, M. a ajouté seulement 36 000 votes dans la base électorale. M. bon leader politique tout le monde. Parce que on est qu'il y a 400 000 nouveaux votants. Et puis, ou même, soit ajouté sous 194 côté en 2010, le 20 novembre 2016. 6 ans après, 36 000, ça veut dire ni coalition, ni message qui pas marché. Donc, là, on prend troisième dans Petite Dessalines. Monsieur des commencements à faire Petite Dessalines pour le cas d'édition. Même si ouais son bail division, que ça casse dans la société, directeur de campagne d'Ali Valet, elle parler des classes moyennes. Classe moyenne n'a pas marché. Après ça, monsieur vient faire une approche technique des dossiers. L'approche technique là-dessus, monsieur, et Moïse Jean-Charles. Monsieur dit qu'il va doubler salaire employé d'État à la police nationale. L'État a 72 000 employés, police nationale a à peu près 13 000 personnes, bon 85 000 personnes, budget l'État 121 milliards de gouttes, l'argent comme taxe que l'État a ramassé entre 65 et 70 milliards de gouttes, pas de moyen de doubler salaire employé l'État. Donc, monsieur pas un message cohérent. Bon, pas même entrer sur le fait que monsieur pas de voter et loi dans le Sénat, monsieur pas jamais voter budget, c'est bloqué, le toujours bloqué, il pas jamais faire rapport de contrôle. Et puis là, regardez qui ça a voté, c'est monsieur voter, c'est IRH qui remet par étranger aux reconstructions. Depuis ça, si elle monsieur voté, bon, quand à pour Maryse, il pas de message du tout, parce que là, regardez, premier débat que la Chambre de commerce est organisé, et Maryse n'a pas répondre aux questions économiques là. Dans le deuxième débat que la Chambre de commerce organisé, ni Maryse, ni Moïse, ni Jude, ils étaient marrons. Comment on veut que la Chambre de commerce a organisé un débat économique qui c'est dossier qui est plus important pour tout le monde qui va voter, qui est femme, qui est garçon. Et puis, 3 candidats marrons sont venus qui mettent pied, c'est Jovenel Moïse. Depuis ça, au niveau de message, fiel yo pété. Bien entendu, tout le monde ça, Moïse, Maryse, avec Jude, je pensé qu'avec pouvoir privé, ils va contrôler même KEP qui ont démetté, ça va changer les résultats de l'élection pour eux. Mais malheureusement pour eux, c'est que transparence qui gagne dans l'élection, depuis dans le bureau de vote, là, côté tout le monde bon résultat, fait que ni même KEP, ni monde qui dans le centre d'habitation, pas de changer les résultats pour eux. C'est pour ça aussi. Selon même Stanley Lucas, comme analyste politique, qui est capable de faire justement au niveau de ces partis pour capable réhabiliter sur la scène notamment et pendant la période d'élection? Bon, moi, je pense que même jeune parti démocrate là, les Donald Trump qui et Mme Clinton, parti démocrate là, font exercice pour qui ça, par exemple, une série de côtés qui étaient contre voter démocrate, contre Wisconsin, Pennsylvanie ou bien Michigan, fois ça, ils n'ont pas voté démocrate, c'est Donald Trump qui vote en républicain. Maintenant, l'exercice technique que le Parti démocrate l'a fait, c'est parce que tout le travail sans diplôme, ils ont quitté le Parti démocrate là, et à cause de message de Donald Trump qui dit qu'il va faire travail, ça retourner aux États-Unis. Donc, il y a un pour qui ça a perdu en série de côtés. Donc, deuxième bagage que le Parti démocrate va le faire, et il commence déjà, il y a mettre les Clinton de côté, et il va venir avec un leadership tout neuf pour la prochaine élection qui est dans 2 ans. Donc, parti qui perd dans le pays d'Haïti, tant qu'on parti tant qu'on famille la Valas, pour qui ça m'arrive dans suspect du Cité Soleil. Pour qui ça dans le bureau de vote, côté Aristide voté, dans le liste Jean-Marie Vincent, même là, dans le bureau ça, Jovenel Moïse Calari, Damari, Nantis, Kompouti, Moutpeiti. Pour qui ça ajoute Célestin perdu dans le sud-est. Donc, avec la paix. Tout le monde va regarder pour qui ça a perdu, pour qui ça Jovenel Moïse, Calé, Moïse Jean-Charles, dans tout département noir, même là, Calé, dans Milo, Calé, Moïse Jean-Charles. Donc, ça veut dire que Petite Dessalines, la paix, famille la Valas, par le faux très interne pour qui ça a perdu. Sous base ça, il va faire élection, les gens qui fait perdu, dans la famille la Valas, Aristide Marie, mettez-vous de côté, venez avec des leaders tout neufs, dans Petite Dessalines, même bagaille, dans la paix, même bagaille, et puis depuis qu'il y a commencé à définir un message pour, dans l'élection qui dans 3-4 ans, si on fait travail, ça, il y a une possibilité pour une élection. Mais si on n'a pas aucun changement, il faut commencer à faire des élections dans le pays d'Haïti. Des partis en confusion, les sociodémocrates, OPL, etc., quand même, c'est des partis traditionnels importants et qui n'ont pas vraiment un bon score dans l'élection.
Bon, pour moi-même, OPL fait des choix stratégiques très mauvais. Moi-même, bien aimé et Sauveur c'est ça, il a toujours été jamais. Mais on est un coup de Gérard Charles, on n'a pas le chita avec Jude Célestin. Et bon, d'ailleurs, pendant la campagne-là, c'est Sauveur qui est obligé à parler et pour essayer de boucher tout pour faiblesse Jude Célestin comme candidat qui était faible et qui manquait de compétences. Donc, j'avais dit que l'on compare Jude Célestin avec Sauveur Pierre-Etienne, ouais, deux niveaux différents, je suis pas capable. Donc, pour moi-même, OPL fait de mauvais choix stratégiques dans l'élection ça, mais comme son parti politique démocratique, moi, c'est certain que je vais faire des exercices internes ouais, et ouais, que vous faites, comment corriger ça, pour préparer tête, pour la prochaine élection, pour fusion de faire des erreurs stratégiques tout depuis en 2015, là, on a décidé par l'élection présidentielle là, là, finalement, ils mis pied dans l'élection 2016, là, il était trop tard. 3-4 bases fusion, et quitter, et puis à joindre notre parti politique, pour récupérer, son bail qui est difficile. Donc, on pense que vraiment, il y a pile de travail qui peut faire au niveau des partis politiques en Haïti. Est-ce que c'est peut-être pas le moment pour éliminer quelques partis ou faire des regroupements pour capable gagner 2, 3 ou 4 forces politiques réelles en un pays? Bon, moi, je pense qu'avec l'assistance internationale, là, particulièrement institution qui est dans la démocratie, il faut que nous créions un INAGE, l'Institut national de formation des cadres des partis politiques et de la sécurité nationale. Dans l'institut, ça, on a joindre à peu près 10 à 20 millions de dollars américains pour faire ça, la formation continue à 3 niveaux. Le premier niveau A, lorsqu'on lit dans le cadre de partis politiques, mais ça doit connaître pour gérer un parti politique. Il y a à peu près 23 modules de formation sur une période d'1 an ou de 2 ans et qu'on recevra un diplôme sous gestion de campagne électorale, utilisation de la technologie de l'information, stratégie de communication politique, comment développer une plateforme politique, comment faire la recherche et la collecte de fonds, comment recruter des candidats. Avec que tout bagage qui a un rapport à renforcement de capacité de parti politique. Deuxième cours, qui sont cours de 2 ans, pour taper dans l'institut ça, c'est mais ça doit connaître pour faire un bon casec, pour diriger comme un bon casec. Mais ça doit connaître comme magistrat, pour diriger bien une commune comme magistrat. Mais ça doit connaître comme député et sénateur pour avoir des résultats. Mais ça doit connaître pour faire un bon directeur général. Ça veut dire que tout ça, c'est pour la gouvernance. Et puis, troisième partie, c'est la sécurité nationale. Donc, l'on monte un institut comme ça a fait dans le conseil d'administration, ou mélanger à monde qui dans le secteur académique, qui dans la science politique et qui connaît ça, les constructions de partis, et vous mettez des leaders de partis politiques qui dans le conseil d'administration, institut ça. Donc, avec un institut comme ça, à son période de 10 ans, vous pouvez former, soulever 8000 cadres professionnels qui ont dans le parti politique, qui garantissent que le parti politique est moderne, mais il n'a pas fonctionné sur des personnalités de façon archaïque ou embryonnaire. Alors, Stanley Lucas, pour retourner sur la question des élections, donc période de contestation ouvrie, candidat à la PA, M. Jude Célestin porté plainte, Moïse Jean-Charles porté plainte, Marie-Jean Sissal déposé dossier contestation. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de gagner dans la contestation, toi, leader politique, ça? Oh, absolument pas. Jovenel Moïse, pour la première fois depuis l'élection pour président, depuis 1990, c'est la première fois qu'un candidat gagne tous les départements géographiques. Ouais. Donc, bon, monsieur Moïse Jean-Charles, monsieur Jules Célestin, Marie, ils font une erreur stratégique. Et lorsqu'on analyse politique pour une erreur stratégique, là, je pense que nous mettons président Payo le 14 février, nous mettons un premier ministre Payo avec un gouvernement Payo et un KEP Payo, il y a changé de données électorales. Donc, tout investissement qui a été fait, c'est pour prendre contrôle l'appareil l'État. Mais il n'a pas fait aucun investissement pendant 8 mois qui se passé pour la population, mes visions, mes plans économiques, mes plans sociaux, mes plans politiques. Ça veut dire qu'il n'a pas fait campagne vraiment dans la population. Il pense que contrôle l'appareil l'État et contrôle KEPA à travers l'élection sont les stratégiques qu'il a fait. À cause de transparence qui vient dans l'élection, ça, côté la presse, tout résultat, depuis été plaqué sous devant chaque bureau de vote, avait dit que les gens qui sont dans le KEPA et les gens qui sont dans le centre d'étabulation, ils n'ont pas qu'à changer les résultats dans le centre d'étabulation pour mettre les gens parler. Donc, erreur stratégique, ça,
que Marie Narcisse, Moïse Jean-Charles avec Gilles Célestin fait, sont erreurs stratégiques qui coûtent l'élection. Si on te prend temps faire campagne dans chaque département, parler de vision économique, etc., il n'a pas fait ça. Et même là, il a essayé de faire ça. Par exemple, là, on prend les Aristide déplacés avec Marie, Algonaïs, le deuxième département le plus important d'Haïti, le département de l'Artibonite au niveau électoral. Et même Algonaïs court de Aristide à Marie. Donc ça a un impact électoral négatif sur eux. Les Marie avec Aristide Rivé dans le Cap, Aristide indisposé dans le Cap, symbole là est tout crasé. Et comme je dis, on a discuté de ça, donc il faut nous discuter du 3 décembre. Côté nègre la Valassio avec dominant boîte et tous les journalistes qui ont l'indor dans Tigouave. Les Aristide pendant la campagne dit qu'ils voulaient venir Tigouave. Mon Tigouave dit pas venir. Si vous voulez venir Tigouave, il faut venir avec journalistes côté tout, il y a Brion Lendo. C'est pas fait que Aristide de la Valasse pas de 40 Tigouave. Donc imaginons un parti, il y a un problème dans la Tibonite. Deuxième département électoral le plus important. Il y a couru d'elle, monsieur disposé dans le Cap. Troisième département, le département du Nord le plus important. Et il laisse la Marisa, c'est pas gagner l'élection. Bon, quand pour Moïse, même, il n'avait pas les moyens pour faire la campagne. Il dit que M. Navo est monté, radio vient perdre du force. Il dit que si en 1990, radio était contre le président dans le pays d'Haïti, aujourd'hui, son combinaison de radio et des nouvelles technologies. Il dit, sous son candidat, on va sur WhatsApp, on va sur Facebook, on va sur Twitter, on va sur Instagram, on va gagner l'élection. On regarde des stratégies de communication politique, Moïse, Marie et Jude, c'est totalement faible. Avec des zéro barré. Donc, pour moi-même, je me suis dit qu'il y a eu l'élection. Donc, c'est pour ça, parti ça, il y a un processus, d'identifier 14 raisons qui fait perdu. 2, font élection pour venir avec un nouveau leadership. 3, développer une nouvelle plateforme avec message. Et puis peut-être si on fait travail à baisser ça, il y a une possibilité pour gagner dans la prochaine élection. Mais si on était même genre, rien va changer, je fais commencer de toi. Et nous, que la Valasse, quand même, frappé très fort, là, on est là où il y a manifestation, il fait qu'on est que c'est Maris qui gagne élection, etc. Donc, est-ce que vous croyez que ça est capable de mettre pression pour que il change les résultats? Bon, moi, les gens politiques, je cherche. Politique, j'ai perdu. Et pas j'ai toi, non. Je cherche et j'ai perdu. Comme le peuple a regardé et le peuple a analysé. Et c'est pour ça, violence, je cherche. Violence, qui n'a j'ai perdu. Et au contraire, ça a dégradé l'image devant le peuple. Parce que le peuple a pas oublié que il fait le petit décembre 2013, il fait le petit décembre 2014. Ça veut dire, l'on est un coucher, lui, il va regarder cette là. Ça veut dire que les fait menace ça, on diaspora qui était qu'on rentré, on va oublier pendant 7 décembre, diaspora a toujours pas dépensé 250 millions de dollars américains dans le pays d'Haïti. Donc ça veut dire que l'hôtel que diaspora a pas descendre, camionnette taxi qu'il a capable prendre, restaurant, aéroport, malheureux a capable jouer dans roulement à cause de diaspora qui a débarqué pendant décembre, comme si lui doit aller à la salle faire le petit comme ça. Si marchand qui était qu'on vend dans l'area pour faire des activités commerciales pendant fête là, capable permettre lui payer faire marquage, payer collage, peut manger sous table et puis famille là la facile lui doit faire le petit roulement économique, dans mettre violence dans l'area. Plus nèg y a fait violence, c'est plus que majorité contre nèg y a grand pillage. Et ça veut dire que nèg y ont entré dans un processus suicidaire, c'est piqué à piquer tête. Plus y fait violence, c'est plus majorité à raille. Ça veut dire que on demande nèg yo, est-ce que nèg yo raille qui malé? Qui ça chauffe une camionnette? Nèg la finerie, il achète une camionnette troisième main pour faire un petit tap-tap, pour faire des goudins, pour mettre manger sous table là Kaili, à multiplier madame ni, et puis malheureux ça, on voit chimer à craser vite machine. On pense que la majorité va voter pour nèg ça dans le futur. Absolument pas. Donc pour moi même, plus il y a fait violence, c'est plus il y a piqué tête. Alors pour le finir, Stanley Lucas, et selon même, qui ça pour Jovenel Moïse fait pour le capable réussir? Oh, moi, je fait ça pour le faire, son président élu. Que le 50 plus 1, que le différence de 25%, monsieur fait des cabesses et le calé nègre dans tous les départements géographiques. Donc, comme une procédure légale, donc avec avocat, il va faire procédure légale là, bon, moi, je suis en place, monsieur, vote TKP a retiré pour moi près de 105 000 votes, qui fait que monsieur sorti à 62-64%, le descend à 55%. Moi, je suis pour rétablir vote ça, mais on va qui c'était monsieur président élu.
Donc, depuis qu'il y a travail pour le travail, là, c'est sous condition, ça veut dire que, une fois que le résultat est publié le 19 décembre, faut que monsieur mandé gouvernement privé à briefing book économique pour monsieur au courant de situation économique pays a, briefing book au niveau social pour une situation sociale pays a, et même temps au niveau politique, sous base ça, la balle mon directeur de cabinet et coordonnateur de la transition, moun ça a défini pour lui en fonction des promesses électorales qu'il a fait agenda pour 14 mois qu'à venir et sous base agenda ça définit objectifs et résultats que chaque ministère doit faire là dans 14 mois et sous base objectifs et résultats ça définit profil de monde qui doit aller pour chaque ministère et pour la primature. Donc donc ça veut dire que automatiquement s'il fait ça, il a besoin font retraite interne pour déterminer toute bagaille ça en même temps réuni avec députés et sénateurs pour élection qui va faire en octobre et en janvier pour bureau chambre député bureau sénat pour laisser influencer pour garantir que moun capable monter ou pas le bloquer pour que budget ka passer loi ka passer l'adrier et en même temps tout faciliter s'ouvrir ratification premier ministre et nouveau ministre qui va monter donc c'est grand pile travail capitaine Mila et de 19 décembre au 7 février. Alors merci beaucoup Stanley Lucas, analyste politique, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon, c'est moi pour remercier nous inviter jeunes qui veulent continuer à suivre nous et discuter politiquement avec nous. Il y a besoin de nous sur Twitter @StanleyLucas01 ou bien @commercial_StanleyLucas01. Il y a besoin de nous tous sur page Facebook nous, bon mec qui fait main avec un drapeau là-dedans et pour elle ou cliquer sur like pour bien accès à lui. Bon Dieu béni, Kembela et puis espérer que nous tout attendons après nos bagages. Merci beaucoup. Au revoir. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci d'avoir suivi. On a eu comme invité aujourd'hui le professeur Ronnie Desroches et l'analyste politique Stanley Lucas. On a fait l'état des lieux du système électoral haïtien et analysé l'échec des partis traditionnels aux dernières élections. La reprise de cette émission est à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.